Notre leçon a pour titre « Société et culture urbaine du XIe au XIIIe siècle ». La problématique est la suivante. Comment le monde urbain s'affirme-t-il entre le XIe et le XIIIe siècle? Notre leçon s'organise autour de 3 parties. Dans une première partie, nous verrons l'essor de la ville médiévale. Puis dans une seconde, nous verrons quelles sont les multiples fonctions de cette ville médiévale et comment naît une culture urbaine médiévale. Enfin, dans une troisième et dernière partie, nous verrons que les villes vont progressivement conquérir des libertés et une certaine autonomie. Première partie donc, l'essor d'un monde urbain. Le Moyen-Âge est dominé par le monde rural, mais entre le XIe et le XIIIe siècle s'affirme progressivement le milieu urbain. Évidemment, les villes ne naissent pas à cette époque, elles existaient déjà, mais elles vont s'agrandir. Tout d'abord d'un point de vue du territoire, territorialement. On voit apparaître de nouveaux quartiers, au-delà des murailles. Ces nouveaux quartiers au-delà des murailles, on les appelle les faubourgs. Les villes s'agrandissent également d'un point de vue démographique. Leur population s'accroît. Apparaissent de grandes villes. Une grande ville du Moyen-Âge, c'est par exemple Paris avec 150 000 habitants, ou encore Florence avec 100 000 habitants. On voit également de nouvelles villes créées. Ces villes nouvelles prennent le nom de Villeneuve ou de Neuville, des termes que l'on retrouve encore aujourd'hui dans le nom de certaines villes. D'autres encore sont créées à proximité des frontières. Ce sont des villes fortifiées qui ont pour mission de surveiller les frontières du royaume. Ces villes, on les appelle des bastides. Deuxième partie, la ville, un espace aux multiples fonctions. La ville médiévale, c'est d'abord une ville commerciale. Par l'essor du commerce, certaines villes deviennent des carrefours commerciaux. S'y déroulent de grandes foires où s'échangent les marchandises, comme par exemple lors des foires de Champagne. Au sein de ces villes, les marchands se regroupent au sein de guildes. Une guilde, c'est une association de marchands. Dans ces associations, les marchands définissent les conditions pour exercer leur métier, les réglementations entre autres. La ville médiévale, c'est aussi une ville artisanale. Le petit peuple des villes est formé d'artisans et de commerçants et d'ouvriers salariés qui s'organisent en métiers, comme par exemple les drapiers. Ce sont des spécialistes du commerce de la laine, ou encore les barbiers, les tanneurs, les tailleurs, ou encore les foulons. Les foulons sont chargés de fouler au pied les draps afin de donner plus de douceur au tissu. La ville médiévale, c'est une ville religieuse. Dans le paysage urbain, on peut y voir des églises, des abbayes et parfois une cathédrale. On y voit une cathédrale lorsque la ville est le siège de l'évêque. Dans les rues peuvent se dérouler parfois des processions religieuses pour célébrer la Vierge Marie ou un saint. Certaines villes peuvent faire l'objet également de pèlerinages, comme Saint-Jacques-de-Compostelle par exemple. La ville est aussi un lieu de savoir, avec la création des universités. Les universités au Moyen-Âge désignent une communauté de maîtres et d'étudiants. L'université de Paris est créée en 1215. Troisième partie, la conquête des libertés urbaines. L'essor des villes s'effectue dans le cadre du pouvoir seigneurial ou royal. Mais rapidement, dans les régions où les villes sont puissantes comme en Italie du Nord, elles obtiennent du roi ou du seigneur des chartes de franchise. Les chartes de franchise, ce sont des textes juridiques leur accordant des privilèges fiscaux ou commerciaux. Dans certaines villes du midi de la France ou du nord de l'Italie, le gouvernement de la ville est assuré par un consulat. Le consulat est formé de consuls. Ce sont des magistrats élus chargés de diriger la ville. Dans le nord de la France, on trouve des échevins qui, comme les consuls, sont élus parmi les bourgeois de la ville et ont pour mission de diriger cette ville. Cette autonomie municipale se voit également dans le paysage urbain, avec la construction, au-dessus des palais communaux, ce sont en quelque sorte les ancêtres des mairies, des campaniles. Ces campaniles, ce sont des tours de forme carrée ou ronde. Elles symbolisent la puissance politique des consuls, et donc de la ville tout entière. On trouve l'équivalent au nord de la France, avec les beffrois. Mais ce pouvoir des villes se trouve en concurrence avec le renforcement du pouvoir royal. En conclusion, que retenir de cette leçon ?
Nous avons vu tout d'abord que les villes connaissent un essor important entre le XIe et le XIIIe siècle. Nous avons vu également que ce sont des espaces aux multiples fonctions, fonctions commerciales, religieuses, artisanales. Nous avons pu enfin constater que les villes les plus puissantes ont su acquérir une certaine autonomie politique que symbolise le campanile ou encore le beffroi. Afin de réviser, je vous propose de retrouver et de noter les définitions des termes suivants. Tout d'abord, faubourg, ou encore consulat et consul, le terme d'échevin, les termes de campanile et de beffroi. Un terme important pour vous, celui de charte de franchise. Que signifie encore foulon ou drapier? Qu'est-ce qu'une université au Moyen-Âge? Ou encore le terme de bastide.